Bonjour à tous, bonjour Nathalie Arthaud. Bonjour. Comme chaque année, Lutte ouvrière organise sa grande fête annuelle de Pentecôte. Et cette année, on a le sentiment que la cible prioritaire, c'est pas Nicolas Sarkozy, c'est pas Alain Juppé, c'est même pas Marine Le Pen, c'est François Hollande. Est-ce que François Hollande est devenu l'ennemi public numéro un pour Lutte ouvrière ? Surtout, François Hollande est président de la République depuis 3 ans, monsieur Sicard. C'est surtout ça, si vous Je voulez. ne le conteste pas. Voilà, et tout simplement, on le voit à l'œuvre. On le voit à l'œuvre et on voit qu'il mène effectivement une politique anti-ouvrière. Je ne sais même pas plus par quel bout commencer, si vous voulez, parce que depuis qu'il est arrivé à l'Élysée, il a pris une succession de réformes qui sont des réformes anti-ouvrières. Enfin, on peut aller de la réforme sur les retraites, qui a fait reculer les droits à la retraite, jusqu'à la loi Rebsamen, qui est discutée en ce moment, en passant par la loi Macron, Ça sera la par semaine la prochaine, loi... la loi sur le dialogue social. Par la loi sur la flexibilité du travail. Enfin, ce sont des reculs pour les travailleurs très, très importants. Et puis son bilan, vous savez, il est mesurable, très concrètement, avec les 6 millions de femmes et d'hommes dans le pays qui cherchent un emploi, par le fait qu'il y a aujourd'hui des employés, des ouvriers qui travaillent dur et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. C'est ça la réalité et le bilan de Hollande aujourd'hui. Son bilan, justement. Les prévisions de croissance sont meilleures que prévues. On parle même de possible baisse du chômage. Est-ce que finalement, sa politique n'est pas en train de réussir ? Écoutez, on parle de possible baisse de chômage. Mais tout ça, c'est... franchement, ça me révolte. Ça me révolte. Il a fait sa campagne en nous expliquant qu'il allait prendre à bras-le-corps ce problème du chômage. On s'enfonce dans le chômage. Depuis qu'il est au pouvoir, il y a 500 000. Et là, il va 500 000 chômeurs de plus. Et si la croissance revient, là, il va encore nous lanterner. Il va encore nous lanterner, nous balader. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu 0,2% de croissance de plus au premier trimestre, parce qu'il y a eu 64 milliards de profits, parce que la bourse prospère à nouveau. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Qu'est-ce que ça veut dire pour celui qui a Pôle emploi, qui est entouré de centaines de milliers d'autres et qui voit des agents de Pôle emploi qui sont complètement débordés parce qu'il n'y a pas d'offre d'embauche. Voilà. Écoutez, moi, je voudrais qu'on fasse le bilan quand même aussi. Le gouvernement a décidé de donner 40 milliards d'aide au grand patronat. Le fameux CICE, il a été déjà empoché à hauteur de 10 milliards. Le pacte de responsabilité. Renault, Peugeot, qui ont touché dans les 100 millions, Carrefour, les banques, qui ont touché ensemble près de 1 milliard de ce pacte-là. Combien ont-ils embauché ? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'emploi ? Rien. Alors voilà, on nous balade. Moi, je tiens à dire aux travailleurs qu'il ne faut pas justement attendre une éventuelle reprise. Et il n'y en aura pas pour les travailleurs s'ils ne se battent pas pour effectivement leurs emplois, pour leur salaire et pour leur retraite. Justement, malgré la crise, on s'aperçoit que les mobilisations sont faibles. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Elles sont insuffisantes, ça c'est sûr, et faibles, parce que ce gouvernement, justement, et la droite aussi, d'un même cœur, nous prêche du matin jusqu'au soir la résignation en nous disant qu'on ne peut pas faire autrement, qu'il faut faire des efforts de compétitivité, qu'il faut se serrer la ceinture, qu'il faut accepter toutes ces coupes drastiques qu'on voit imposées, y compris dans les hôpitaux, dans les collectivités locales, qu'il n'y a pas d'autre politique. Donc effectivement, ça pèse tout ça sur les consciences. Et moi, j'en appelle à un sursaut. Non, il faut bien être conscient qu'il y a des richesses dans la société. Il y a deux mondes, vous savez. En fait, il y a deux mondes. Il y a un monde où l'argent va à l'argent. Et puis, il y a le monde des classes populaires, des travailleurs, des chômeurs, où on a beau, effectivement, travailler une vie entière, on est assuré de rien, même pas d'avoir une retraite digne. Donc, c'est ça, la situation. Ce que montrent les sondages, c'est que le premier parti ouvrier de France, c'est devenu le Front National. Comment vous expliquez ça ? Parce que le Front National profite à la fois de la crise, du repli qu'elle implique, cette crise. On se replie parce qu'on voit qu'il n'y a pas possibilité, parce qu'il faut se battre pour tout. Vous savez, aujourd'hui, il faut se battre pour un emploi, pour un logement, pour une place en crèche, pour à peu près tout. Donc effectivement, il y a un réflexe comme ça de rejet des autres. Et puis, parce que il y a tous ces déçus de la politique dans les classes populaires, il y a aussi cette résignation. Donc c'est ça qui fait le lit du Front National. Et moi, je pense que ça changera, ça finira, parce que cette résignation, elle aura une fin. Vous voyez, ce qui se passe en Espagne, ce qui se passe en Grèce, il y a un moment où on ne peut plus supporter tout ça, où il faut dire ça suffit. Ceux qui profitent de la situation, ceux qui ont profité de la crise, ils en ont plein les poches. Et nous, les travailleurs, nos droits élémentaires, on n'y aurait pas droit.
Donc à un moment donné, il va falloir effectivement réagir et c'est en tout cas, nous, notre politique. Vous parliez de l'Espagne. Podemos, le parti d'extrême gauche, a fait un beau score hier aux élections locales. Est-ce que vous pensez que ça change les choses ? Je pense en tout cas que c'est un encouragement. Parce que ça veut dire que dans l'électorat, il y a cette volonté de changer les choses, de plus accepter que ce soit les banques qui est la priorité pour tout, que ce soit les plus riches, que ce soit les grands groupes, que ce soit ceux qui ont déjà tout. Et c'est une façon d'affirmer, eh bien oui, les petites gens, les travailleurs, les chômeurs, ils ont aussi des droits, ils peuvent les revendiquer, ils peuvent les mettre en avant. Donc tout ça, c'est un encouragement très important. Maintenant, je pense que tout reste à faire en Espagne. Comme en Grèce, vous savez, c'est une chose d'être élu. C'est une deuxième de pouvoir imposer une autre politique. Est-ce que l'exemple grec ne montre pas que ces politiques, elles ne réussissent pas ? Justement, l'exemple grec montre qu'une fois élu, on est confronté à la puissance du capital. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les créanciers de la Grèce la prennent à la gorge. C'est que les dirigeants de l'Union européenne veulent continuer à en faire baver aux travailleurs et aux chômeurs grecs qui ne sont pour rien dans la situation et dans la crise effroyable que la Grèce a connue. Donc on voit qu'effectivement, ne serait-ce que revendiquer quelques augmentations de salaire, des embauches, des meilleures retraites, eh bien tous ces gens-là le considèrent comme une déclaration de guerre. C'est ça la réalité. Donc il faut être conscient qu'effectivement, face à ce pouvoir-là, il faut se mobiliser, il faut une véritable force sociale, il faut que les travailleurs se montrent unis, et puis se mobilisent encore une fois. Vous savez, on parle de nouveautés, on parle de nouveaux partis qui surgissent comme ça, mais toute l'histoire du mouvement ouvrier montre une chose. C'est que les travailleurs ont réussi à faire avancer leurs droits et leurs revendications quand ils se sont mobilisés massivement, quand ils se sont fait craindre par ceux qui aujourd'hui accaparent toutes les richesses et tout le pouvoir. Lorsqu'ils ont fait grève, lorsqu'ils ont fait des manifestations massives, c'est ça la réalité. Merci. Merci beaucoup. Thomas, c'est à vous. Merci beaucoup à tous les deux. Tout de suite, c'est la publicité.